Chers téléspectateurs, rebonsoir. Comme promis, nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Zoom sur. Dans son adresse à la nation, le président de la République a annoncé le lancement par l'État d'un vaste programme économique. Ce programme sera financé sur fonds propres de l'État pour une enveloppe globale de plus de 240 milliards d'anciennes ouguiyas. Vous l'avez bien compris, le discours du président de la République est donc le sujet de ce nouveau numéro de Zoom sur. Tout au long de cette émission, nous essaierons d'en éclairer les différents aspects, à savoir les grandes lignes, les différents aspects, à savoir également le programme qu'il annonce, les axes et les objectifs de ce programme, les conditions de son succès. Pour ce faire, nous avons avec nous ce soir sur ce plateau Monsieur Isselmou Salehi, journaliste. Nous avons également avec nous Dr Sadvi Serraoui, professeur à l'université de Nouakchott Al-Asriya, qui est également cadre de l'UPR. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Merci à vous. Alors avant de commencer cette discussion, ce débat, je vous invite à suivre à présent le discours du président de la République. Dans ce discours, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a annoncé, je cite, « Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte électoral sur la base duquel nous avons gagné votre confiance, nous avons déployé des efforts gigantesques en vue de concrétiser les visées et objectifs de notre politique générale dans ses différentes dimensions et niveaux au cours de la dernière période. » Le président de la République a également souligné l'ampleur des projets et programmes en cours de réalisation afin de combattre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, mais aussi d'assurer l'accès aux services de base et le soutien des systèmes sanitaires et éducatifs, ainsi que les efforts déployés dans la consolidation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que dans l'apaisement de la vie politique, la construction de l'état de droit et des libertés et la restauration des règles de bonne gouvernance. Malgré la propagation de la Covid-19 au début de cette année et ses multiples conséquences locales et mondiales, l'exécution des projets se déroule à un rythme acceptable, a dit le chef de l'État. Il a cependant indiqué que celle-ci a eu des effets négatifs profonds sur l'état général de l'économie nationale, notamment une contraction du PIB avec ce que cela implique comme diminution des recettes fiscales et accroissement des dépenses, ce qui a entraîné l'augmentation du déficit budgétaire. Pour faire face aux défis et contraintes post-Covid-19, le président de la République a annoncé le lancement d'un nouveau programme économique global avec un financement de 240 milliards MRO sur ressources propres de l'État, parallèlement aux projets sur différents plans en cours d'exécution. Le programme dont l'exécution se fera sur une durée de 30 mois vise à réunir, a dit le président de la République, les conditions nécessaires pour une renaissance économique suivant une approche participative qui renforce l'efficacité économique du secteur privé et qui est de nature à créer davantage d'opportunités d'emploi et de permettre l'exploitation optimale des ressources naturelles dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en définitive, précisait que les forces vives, partis politiques, organisations de la société civile et organes de presse doivent jouer leur rôle en matière de surveillance, de contrôle et d'évaluation en contribution à l'ancrage des règles institutionnelles et de la bonne gouvernance. Voilà, messieurs, vous avez suivi avec nous la retranscription du discours du président de la République. Alors, j'aimerais un peu, pour rebondir sur ce sujet, commencer par Dr Sadvi. J'aimerais avoir votre point de vue sur les 3 lignes directrices de ce programme. Je cite d'abord, la première est relative à un projet qui assoit et consolide les bases d'un État moderne, occupant pleinement sa place dans le concert des nations, mais garde ses spécificités plutôt culturelles, enracinés dans les nobles valeurs de l'islam. Pensez-vous que les éléments dynamiques permettant à aboutir à cet objectif sont déjà là dans notre société, que ce soit dans l'État ou dans la société mauritanienne? Merci.
Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi Al Mauritanie pour cette invitation. Par rapport au discours du président, je pense qu'il y a là-dedans, on peut lire déjà les grandes lignes du programme du président, Ta'ahudati, des engagements, dans lesquels il avait placé 3 piliers pour son chantier, pour son programme. Un État moderne, puis une société fière d'elle-même et de sa diversité surtout. Et bien sûr avec une économie résiliente, c'est-à-dire qui résiste au choc, et surtout un cadre humain, un capital humain au service du développement. Alors là, si je reviens donc à ce programme du président, si je reviens à son discours, je vois bien qu'il y a une nuance entre les deux. Et à partir de là, je peux dire que, de ma part aussi, que ce pays est plein de potentialités. Et s'il y a une volonté politique qui s'affiche, et s'il y a bien sûr une contribution de la classe politique, de tous les acteurs, que ce soit sociaux, économiques, ou partenaires financiers ou autres, et je pense qu'on peut parvenir bien sûr à bien bâtir une Mauritanie fière d'elle-même, moderne, avec une économie Et justement, résiliente. concernant ce premier point d'un État moderne, mais qui garde quand même ses spécificités, est-ce que vous pensez qu'on a déjà quand même les bases, le fondement de cet État qu'on veut construire? Je pense que le fondement essentiel, c'est une réconciliation politique. Et déjà, sur ce plan, le président a déjà fait des pas qui sont là et qui sont visibles, et qu'avec une société réconciliée avec elle-même, fière, avec des acteurs politiques qui sont impliqués et qui sont là sans aucune exclusion, je pense que déjà un très bon départ. Et si de plus l'engagement du président arrive à le mettre en exécution, avec un programme essentiellement tourné vers les franges les plus fragiles de la société, et avec aussi une orientation d'un État, pas seulement régulateur, mais d'un État interventionniste au service d'une société. C'est-à-dire, c'est une nouvelle conception. Il est en train un peu de repenser le rôle qu'on donnait dans le temps à l'État. Le rôle de l'État est toujours sujet de débat. Est-ce que l'État doit rester juste un régulateur? J'ai même lu un passage dans le document devant moi sur justement ce programme présidentiel, ce programme on avait appelé de relance économique. Donc, dans ça, on voit une certaine réflexion par rapport au rôle que le président veut donner à l'État. Ce n'est plus l'État juste régulateur qui est là, qui s'écarte, qui garde juste les fonctions régaliennes, mais plutôt un État interventionniste au service d'une société et qui veut créer les conditions nécessaires pour une relance, surtout pour une croissance inclusive où personne ne reste à la touche. Isselmou, pensez-vous que c'est possible justement cet État moderne tout en gardant la Mauritanie d'avant, la Mauritanie soudée, la Mauritanie où tout le monde est présent? Je crois qu'on est en plein dans le modernisme déjà. On est déjà dans un État moderne avec des institutions, avec des élections, avec une administration, avec des infrastructures, avec le numérique, avec tout. On est déjà dans l'État moderne. C'est vrai, le degré de modernité sur lequel on est actuellement n'est peut-être pas ce qu'on veut, n'est peut-être pas notre justement, ambition. comment évaluez-vous le degré de modernité? Justement, le degré de modernité, moi, c'est la Mauritanie connectée, c'est la Mauritanie écologique, c'est la Mauritanie verte, c'est la Mauritanie des tramways, des trains, voilà. C'est la densification des réseaux routiers, c'est des universités partout, c'est des écoles au top, c'est des hôpitaux aux normes. Voilà, c'est ça, c'est un système éducatif performant, voilà, donc c'est des infrastructures. C'est un système aussi politique qui garantit l'arbitrage, qui garantit un mode de dévolution du pouvoir pacifique et moderne et civilisé, sans effusion de sang, sans putsch, sans tout ça. C'est ça la modernité d'une société. Maintenant, vous savez, la société la plus moderne au monde, c'est la société japonaise.
Et pourtant, c'est la société qui est la plus attachée à ces spécificités. Vous allez voir des femmes qui sont PDG de Mitsubishi, qui sont en kimono, qui mangent avec des bâtonnets de riz, donc voilà, qui sont attachées à l'empereur, qui sont attachées aux croyances, voilà, tout ça. Donc, être attaché à ces spécificités ne veut pas dire forcément être en retard. Bon, voilà. Donc moi je pense que la modernité, on y est déjà, on n'est peut-être pas au niveau qu'on veut, on n'est peut-être pas au niveau que les jeunes comme vous veulent. Nous peut-être on peut se suffire de peu à notre âge, mais comme vous, on comprend. Mais bon, on est quand même sur le chemin de la modernité. Voilà. Et concernant la deuxième ligne directrice, à savoir la fondation du socle de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est sur ce plan où le discours du président, ou plutôt premièrement le discours de candidature, ou le discours de candidature a fait la différence. Parce que le président de la République a dit « je suis différent, j'ai une autre vision des choses, je reconnais l'apport de chacun avant moi, je me présente en indépendant », c'est-à-dire que je me présente, bienvenue à tous ceux qui veulent me soutenir. Et généralement, les sujets sensibles qui affectent l'unité nationale ont eu aussi une place de choix dans son programme électoral, mais aussi dans son programme de gouvernement. Quand vous voyez comment le président de la République a su instaurer un climat d'apaisement, un climat de détente, alors que vous savez les conditions dans lesquelles l'élection s'était terminée. Il y avait des tensions et c'est tout à fait normal. Et ces tensions, selon vous, ne sont plus présentes? Moi, je pense qu'on doit quand même être très content d'une chose. Ces tensions n'ont pas débouché sur la mort d'un homme, mais sur l'effusion de sang. C'est vrai, il y a eu quelques interpellations. Elles n'ont pas débouché sur des tensions intercommunales. Elles n'ont pas débouché sur une crise majeure. C'est vrai qu'il y a des divergences, il y avait des problèmes, mais moi je pense que l'angle avec lequel les choses ont été abordées par le président de la République ont permis d'apaiser la situation, d'instaurer un dialogue, d'instaurer un mécanisme de concertation entre les partis politiques de la majorité et de l'opposition représentés au Parlement, de recevoir tous les leaders politiques, de les écouter. Et voilà aussi, vous, au niveau des médias publics, on a vu maintenant une certaine neutralité, un certain courage à aborder des sujets qui fâchent. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas des problèmes de gouvernance de toutes sortes. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas un passé douloureux ou un passé trouble. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas des violations en matière des droits humains. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des inégalités, où il n'y a pas de disparités. Il n'y en a pas. J'ai vu des mendiants à Washington, sur le Capitole. Donc, mais le problème, c'est la prise en charge. C'est la prise en conscience de l'existence de ces problèmes et la bonne volonté pour aller à l'avant. Mais justement, est-ce qu'il y a peut-être la bonne volonté est là, mais est-ce qu'il y a quand même le fondement pour aller, c'est vrai qu'on a été bousculé quand même par, ou peut-être retardé par la Covid, mais est-ce qu'il y a quand même est-ce que la population sent cette volonté, est-ce que la population sent quand même qu'il y a un État derrière qui fait quand même tout pour faire avancer les choses, hormis les discours? En tout cas, on constate une chose qui ne s'inscrivent pas du tout dans le cadre des discours. Quand on voit que des injustices et des torts ont été réparés, quand on voit que des gens qui étaient bannis et interdits d'accès au territoire ont pu y accéder, quand on voit que personne n'est aujourd'hui considéré comme étant extrémiste ou radical. Aujourd'hui, tout le monde est mauritanien et on l'écoute. Et la dernière preuve de cette ouverture, ce sont des événements récents de Dar el-Barka. Vous avez certainement écouté la communication du Premier ministre devant les députés dans sa présentation de sa déclaration de politique générale. Il a dit que les paysans ont été reçus par le ministère de l'Intérieur. Ils ont été écoutés. Et même le ministre de l'économie aussi en a parlé. Donc ça c'est nouveau ça. Il y a maintenant une oreille attentive. On n'est plus dans le tout répressif. Donc c'est une très bonne évolution dans le cadre de la prise en charge des problèmes qui existent au niveau du pays. Moi j'ajouterais par rapport justement à ça, ne serait-ce que le dernier tweet du président par rapport justement à la coupure d'eau. Les excuses, oui. Les excuses. Le président a présenté ses excuses et il s'est engagé aussi à résoudre le problème le plus rapidement possible. Et c'est déjà là un bon signe aux simples citoyens que leur président les écoute. Et quand vous avez le président qui fait un déplacement aussi rapidement pour des populations qui sont en difficulté vers l'extrême est du pays, et là aussi c'est un autre signe. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est vrai, les citoyens mauritaniens
ont marre justement du discours. Oui. Ils veulent plutôt avoir Du quelque chose concret, de c'est normal. palpable, Oui, du voilà. concret. Vous avez parfaitement raison. Et merci justement Oui. de poser ça. Vous ne représentez certainement pas ici l'opposition. Pas du tout. Vous êtes ici, vous jouez votre rôle tout simple, tout normal, d'un journaliste qui est là et qui veut évoquer les problèmes de la société. Et c'est là, c'est pour dire combien justement les médias officiels ont changé. évolué. Et donc là, tout ceci nous permet de dire qu'effectivement, il y a une volonté et surtout, il y a des choses, il y a une évolution vers un nouveau style, un nouveau mode de gestion de la chose publique. Et c'est vraiment, je dirais, à une très forte, un très fort contenu sensationnel, si déjà vous sentez que les autorités les plus hautes vous écoutent, elles sont là, et chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, que ce soit dans la périphérie, les zones périphériques ou les zones en difficulté à cause des inondations ou autres, bon, vous avez les autorités qui se dépêchent, qui sont là et qui sont présentes, que ce soit le président lui-même ou que ce soit les autorités locales ou départementales. À Rosso, c'était le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Au Oued El Charqi, c'était le président de la République qui s'est rendu sur les lieux. Et voilà, donc... toutes ces autorités se sont rendues avec, bien sûr, le président de la République, porteurs de solutions. Les gens sont peut-être apaisés de voir que le président est venu les rencontrer, est venu les voir, mais est-ce qu'il y a quand même des solutions derrière? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui accompagne tout ça? Absolument, madame. Mais vous, à Al-Mauritania, vous avez couvert les équipes qui sont restées sur place, par exemple pour Bassiknou et Adel Begrou, pour commencer le relevé topographique, pour réinstaller les villes. Et vous avez aussi l'appui alimentaire et des solutions qui ont été apportées aux populations. Vous avez le recensement des indigents, vous avez les soutiens qui ont été apportés aux familles sinistrées, je pense des tentes, tout ça. Donc il y a aussi du concret qui est venu. Mais au-delà du concret, il y a un président qui s'est déplacé en hélicoptère dans des zones sinistrées. Et il y a un ministre de la Défense qui s'est déplacé à Rosso, qui est aussi une ville sinistrée avec le ministre de l'Intérieur. Et il y a un détachement de l'armée nationale qui est intervenu sur le terrain pour justement soulager les souffrances des populations. Donc tout ça, c'est très important. Et puis, il y a un comité ministériel des urgences qui se réunit chaque jour, qui suit la situation chaque jour au niveau national. Et qui produit un bulletin quotidien d'information dans lequel il identifie l'ensemble des problèmes et ils essaient de leur apporter des solutions. Moi, par exemple, ça fait quelques jours où j'étais au Hod, à Ayoun, et j'ai vu que les eaux ont emporté une partie de la route de l'espoir à l'entrée d'Ayoun. Mais quand je suis repassé 48 heures après, j'ai vu les bulles qui étaient déjà là, ils ont colmaté les brèches, ils ont réparé et la route était devenue praticable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance, il y a une interactivité permanente. C'est vrai, bon, il y a aussi des problèmes. Concernant, docteur Sadji, concernant la troisième, l'éducation, voilà, nous en parlons tout à l'heure, la santé et l'accès aux services de base, et l'innovation, en quoi et comment, d'après vous, l'investissement dans le savoir peut-il changer le destin individuel et collectif des Mauritaniens? Merci. Bon, moi, en tant qu'enseignant d'économie, nous avons la conviction que pour avoir le décollage, c'est-à-dire le développement économique, ça commence toujours. On ne peut pas en faire si on n'a pas un capital humain et justement bien nourri, bien soigné, bien éduqué. Donc chaque fois que vous voulez faire un développement économique sans justement avoir une bonne base, un capital humain, je pense que vous vous trompez vraiment. Et là, en lisant justement les documents, il y a un axe justement sur l'aspect social et il y a ça occupe la plus grande partie aussi justement de ce programme. L'amélioration de l'offre sociale et soutien à la demande constitue à elle seule 34% du programme. C'est dire que c'est la première composante, suivi bien sûr de celle consacrée au développement de l'infrastructure de soutien à la croissance. Bien sûr, le soutien à la croissance, en fait, c'est le gâteau que nous allons nous partager. Mais il faudra le partager correctement, sinon certains vont prendre la part des autres. Donc, raison pour laquelle il faut penser justement... La part d'un dé. Il faut justement penser bien sûr à grossir
ce gâteau, c'est-à-dire mettre des infrastructures, mais aussi essayer surtout, ici, le terme qui est utilisé est très bon, c'est le soutien à la demande. Et la plus grande composante de la demande, c'est la consommation. Et la consommation, c'est généralement les revenus les plus faibles qui sont consommés majoritairement. Absolument. Voyez, ils n'ont pas la possibilité de faire des épargnes. De faire des épargnes ou d'économies. Donc, et là, et quand on même fait, je rappelle que ce programme... sans vous interrompre, ici c'est le programme qui finance la demande. Parce que quand vous vous rappelez, dans la première phase, dans le cadre du programme prioritaire, ou je sais pas, du programme de post à la Covid, il appuie aux 200 000 ménages, avec les fameux 22 000. Ça sera reconduit dans le cadre de ce nouveau programme-là. Donc là, on finance la demande. Tout à fait. Alors, justement, par rapport à ces axes qui sont au nombre de 7, il y a même, à l'intérieur de chaque axe, vous avez des sous-axes, ce qu'ils ont appelé ici les paquets d'intervention. Voyez, et à l'intérieur, je vois tellement de classes, tellement d'écoles, tellement il y a même des instituts pour former, je ne sais pas, pour l'innovation, c'est-à-dire de nouveaux métiers. Mais justement, avec l'éducation qui est quand même très impactée, même avant la Covid, l'éducation en Mauritanie est quand même, disons, relativement faible. Et maintenant, avec c'est la réouverture des classes, ou plutôt on continue l'année maintenant. Est-ce que c'est par ce nouveau programme de relance, est-ce que vraiment ça va suffire à booster justement l'éducation mauritanienne qui est encore plus impactée avec ce qui vient de se passer? Moi, je pense que dans le cadre du premier programme, il y a déjà un grand effort qui a été lancé. Je pense qu'ils étaient dans la construction de 79 écoles complètes. Déjà, et la construction d'un grand centre de formation professionnelle qui peut accueillir jusqu'à 1200 élèves. Je pense qu'il a été inauguré à Riyad. Et puis, il y a aussi des établissements secondaires un peu. Je crois qu'ils parlent maintenant de 2 fois 500 classes, ou de 3 fois 79 établissements secondaires. Il y a un très grand effort qui va être fait sur l'infrastructure, qui est en train d'être fait sur l'infrastructure. Je crois que le problème de l'école publique, c'était d'abord l'infrastructure. Et dans ce cadre de ce programme, on ne se limite pas à ça seulement. Il y a aussi la construction des cantines scolaires, il y a l'uniforme unifié, il y a la construction de maternelles, il y a la formation de monitrices, il y a l'équipement de toutes les écoles en eau, et en électricité et en latrine, parce que les écoles l'école publique étaient abandonnées. Et mieux que ça encore, il y a même un soutien à l'école privée. Donc il y a une vision d'ensemble pour soutenir tout ce qui a trait avec l'éducation. Moi, je crois que le problème était au niveau de l'infrastructure, parce que les écoles... Mais l'infrastructure, c'est bien, mais on avait aussi un problème de ressources humaines, avec des professeurs, avec des enseignants, les éducateurs. Qui étaient un nombre insuffisant, aussi avec une formation qui laisse Il y a eu un recrutement en début d'année de 5 000 enseignants. Il y a eu une identification des prestataires, il y en a eu, c'est vrai. Même au niveau de l'enseignement supérieur. Et dans le cadre de ce programme, on parle aussi de renforcement de la formation initiale et de la formation continue de l'enseignant. Moi, je crois que au niveau de l'éducation, le paquet a été mis. Je pense que derrière ce document, je suis dans le journalisme depuis quelques années, derrière ce document, il y a des compétences et surtout une très grande expérience. C'est réellement un document à valeur stratégique. Il y a une excellente analyse, une excellente lecture du contexte, une excellente lecture, et aussi une lecture sans complaisance. Et il y a aussi un excellent diagnostic. Et il y a une très bonne formulation d'objectifs, cohérents et pouvant être facilement mis en œuvre. Et je crois que l'approche est excellente sur tous les plans. Pas seulement au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau des autres. Parce que quand vous voyez la réflexion qui est faite au niveau du secteur agropastoral, on pense déjà à l'amélioration des races, on pense à la préservation des cheptels avec les politiques de vaccination, tout ça. On pense à la préservation des pâturages, on pense à la culture des forages, on pense à des systèmes de mise en quarantaine pour le bétail qui va être exporté, mais on pense aussi aux abattoirs modernes, parce que les abattoirs, on pense même aux marchés, à des marchés de viande, parce que les marchés que nous avons sont franchement des marchés vraiment là où la modernité, c'est vrai, je suis d'accord avec Ndei. Il y a des domaines où la modernité n'a pas encore frappé à la porte, notamment nos marchés de viande. Ça ne ressemble à rien du tout. Et voilà, la valorisation de notre cheptel aussi, c'est très important parce que
c'est une très grande ressource qui est pratiquement en dehors des circuits économiques et qui est gérée artisanalement. Il faudrait que ça change. Et même au niveau de la réflexion, moi j'ai vu que pour la pêche aussi, il y a une réflexion stratégique. Pour la première fois, on pense à mettre en valeur la pêche continentale. J'ai entendu l'autre jour le ministre de l'économie parler de la valorisation de cette ressource. Il dit que par exemple à Bababé ou à Ambagne, ce n'est pas la peine que la SNDP livre du poisson parce qu'il y a le poisson sur place. Et il dit qu'il faut réfléchir à la pisciculture. Des pays comme le Burkina, qui font 18 millions d'habitants, parviennent à avoir l'autosuffisance uniquement avec la pisciculture. C'est un créneau qui est porteur pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation éventuellement. Et puis, nous sommes, mais la mise en œuvre se pose, la question de la mise en œuvre se pose quand même. Nous sommes dans une perspective de recherche de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons eu des leçons de ce Covid-là, l'extrême dépendance vis-à-vis des chocs exogènes, l'insécurité alimentaire parce que nous dépendons des légumes marins. J'ai vu le très grand marché des légumes qui sera fait au PK17 parce qu'ils vont valoriser tout ça, donc avec le potentiel agricole, avec la mécanisation de l'agriculture, avec la politique des semences adaptées, donc certainement il y aura une bonne production agricole. Il faut réfléchir à l'autosuffisance. Parce que cette pandémie-là, elle a montré à chacun, pas à nous seulement en Afrique, notre fragilité, notre vulnérabilité. Des pays comme la France ont fait 3 mois sans avoir de masque. Les États-Unis d'Amérique ont failli en venir aux mains avec les Chinois pour des problèmes de masques. Donc c'est vrai, comme l'a dit le ministre de l'économie, c'est dommage qu'on n'a pas pu réfléchir à la fabrication de certains médicaments. Mais il y a des domaines où on peut être autosuffisant, il faudrait qu'on y va. Il faudrait qu'on profite pour y aller une bonne fois pour toutes, et cette fois-ci sérieusement. Il y a tellement eu par le passé de politique pour la filière des écoles, pour les cultures sous pluie. Ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu énormément de politiques sectorielles pour le secteur de la pêche. Il y a eu énormément de politiques pour le cheptel. Ça a donné ce que ça a donné. Je pense que maintenant, il faut tirer des enseignements. Mais justement, maintenant, c'est quoi la différence? C'est quoi le plus? Moi, je crois que la différence maintenant, il y a un meilleur diagnostic. Et il y a des actions qui vont être entreprises qui tiennent compte des expériences passées. Et qui justement, est-ce qu'il y a les personnes qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que pour changer les choses, il ne suffit pas justement tout simplement d'avoir un programme? Ça, votre question est pertinente. On avait toujours fait des diagnostics, on avait toujours fait de très bons documents. On est passé maître justement de ces documents, bien sûr avec la relation que nous tissons depuis un certain temps avec les institutions de Bretton Woods. On ne fait que faire des documents. Ça, c'est vrai. Je suis particulièrement d'accord avec vous. Mais la différence que j'ai sentie moi-même, c'est dans la gestion des affaires, dans la conception de la chose publique, dans la réaction des autorités par rapport aux problèmes qui lui sont posés. Donc, c'est par rapport à la façon de piloter l'État, de piloter la société, c'est cette façon-là qui a changé. C'est ce style qui a plus ou moins changé. On n'est plus dans la situation, vous voyez par exemple, le président est parti vers Bassiknou, vous n'avez pas vu certainement des attroupements, vous n'avez pas vu des foules, des files immenses qu'il attendait. Il est parti voir justement ceux qui sont sinistrés, leur apporter un soutien moral et matériel aussi. Donc là, cette façon de voir les choses, cette façon d'agir a changé. Et ce n'est plus tout simplement du discours, de la propagande. Je pense qu'actuellement, on peut espérer, on est dans l'espoir, juste une année qui est passée, nous en avons encore pour 4 années, et il faudra attendre justement pour, à la fin, justement se dire, est-ce que vraiment ce n'était que des paroles où on a pu joindre l'acte justement à la parole. Tout à l'heure, Isselmou, vous parlez tout à l'heure de l'autosuffisance alimentaire, c'est clair bien entendu, mais en quoi consiste l'appui au secteur productif chargé de cet objectif? Je veux dire, quelles seront les modalités de mise en œuvre? Tout à l'heure, je vous posais la question. Je crois qu'ils se sont concentrés sur les 3 principaux secteurs productifs, l'élevage, l'agriculture et la pêche. Pour l'agriculture, je crois que ce qui est envisagé, c'est ce qui peut booster la production agricole. À la fois, évidemment,
à la fois au niveau de l'irrigué, à la fois au niveau des cultures cipoulées, par l'intensification de la construction des barrages, des semences de qualité, l'amélioration de l'électrification des zones de production. Ça, c'est l'action phare, une ligne de... Parce que le désenclavement aussi des zones de production. Il y a même une ligne de crédit justement. Voilà, le désenclavement des zones de production, ça aussi c'est très important, parce que vous produisez, vous ne pouvez pas écouler, donc ce n'est pas la peine, ça se passe un peu partout. Il y a même une ligne de crédit justement. Oui, il y en a, il y a. Il y a une ligne de crédit. Au niveau de des activités productives. Au niveau de... Je pense que je l'ai vu quelque part. Allez-y, docteur. Oui, oui. Non, allez-y, continuez. Okay. Donc, je crois qu'il y a un effort particulier qui est mis sur ces trois secteurs-là, parce que ces trois secteurs peuvent nourrir au moins les Mauritaniens. Là, au moins, on ne crèvera pas de faim. Nous avons déjà l'autosuffisance en viande rouge, mais nous pouvons avoir plus. Il n'est pas normal qu'un pays comme nous, qui a un cheptel potentiellement de 20 millions quand on compte toutes les catégories, qu'il continue à importer du lait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas normal aussi qu'il n'y ait pas une filière une filière cuir et peau, ça n'a aucun sens. Le bétail que nous abattons ici, ces peaux sont exportées au Burkina, au Mali, et on les achète en chaussures. Donc c'est pas aussi normal. Donc il y a une volonté de valorisation des potentialités. Elles sont très bien déclinées, bien expliquées dans le cadre du document, qui est un document de référence, qui est un document excellent. Et je pense que les objectifs qui sont fixés, les actions qui sont prévues, les moyens qui sont alloués, les mécanismes de pilotage qui est prévu, les mécanismes même de suivi et évaluation, et même les impacts attendus. Moi, je crois que tout ça est réaliste et tout ça est faisable. C'est pour cela que j'ai dit tantôt qu'il y a une grande expertise derrière ce document et une très grande expérience aussi. Donc, je rends hommage ici aux auteurs du document. Concernant il y a 5 axes. Concernant le 4e axe, qui est le renforcement du secteur privé, formel et informel. Tout à l'heure, vous parliez de valorisation. Est-ce que le renforcement de ces deux secteurs n'est plutôt pas synonyme de mutation, s'agissant du secteur formel en particulier, informel, disons? Il est temps parce qu'ils vont intégrer les circuits économiques. Aujourd'hui, vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas de registre de commerce, vous n'avez pas de NIF, votre personnel n'est pas inscrit à la sécurité sociale, il n'est pas inscrit à la CNAM, vous n'avez pas de comptabilité. Voilà, donc il faut évoluer. Il faut que vous intégrez l'économie pour que vous puissiez bénéficier de prêts, pour que vous puissiez bénéficier de lignes de crédit, pour que vous puissiez participer à la commande publique. Il faut aussi évoluer. On ne peut pas tout le temps rester la façon boutique là. Il y a quand même plusieurs axes pour évoluer. Selon vous, comment cela peut... Et en plus, l'État prendra en charge ça. L'État prendra en charge? Le plan prendra en charge ça. Il aidera les gens. Il y aura des financements pour les frais opérationnels. C'est clair. Donc ça, ce ne sera pas un effort. Je vous dis que même, il y a une idée, moi j'ai vu de l'innovation dans ce document. Il y aura une ligne de crédit pour le renouvellement du parc de transport. Vous savez, dans des très grands problèmes de Nouakchott et de nos villes de l'intérieur, ce sont ces bus-là qui rappellent la Première Guerre mondiale et ces taxis qui vous rappellent Kandahar ou Kaboul. Parce que vraiment, aujourd'hui, il y a une ligne de crédit qui va permettre aux gens-là de renouveler, d'acheter des taxis neufs à crédit, d'acheter des bus neufs. Et ça va avoir une incidence sur les villes. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une ville et que vous jetez un coup d'œil sur le parc automobile, vous avez une idée du développement du pays. Vous avez une idée de l'assainissement. Mais pour le secteur informel, la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Est-ce que justement renouveler le crédit, ce n'est pas s'endetter, ou il y a des gens qui ne sont pas prêts du tout à atteindre ce niveau? Moi, j'ai vu en tout cas que voilà, donc il y a des choses pour lesquelles il faut s'endetter. Il y a des choses qui peuvent, parce que je sais que dans le cadre de ce plan de relance ou de ce plan élargi du président de la République, il y aura des subventions qui seront gratuites. Par exemple, l'appui qui sera fait aux petits opérateurs, aux petits marchands, aux petits métiers qui avaient des loyers, qui avaient des factures d'électricité impayées, qui avaient des traites bancaires. Je suis sûr que ça va être dans le cadre des gratuits. Mais quand vous allez acheter un bus ou quand vous allez acheter un taxi tout neuf, je crois que voilà, il faut prendre un engagement. Parce que il ne faudrait pas prendre le gouvernement tout le temps pour le Père Noël. C'est pas possible. Mais voilà, comment, par exemple, on peut faire évoluer ce secteur, le secteur informel au secteur formel, mais justement pour ne pas mettre tellement de contraintes sur les populations, par exemple?
Merci. Ah ouais, ouais, je Moi, vois vos préoccupations. Voilà. Merci. Moi, je ne suis pas du genre à avoir dans l'informel source de désordre ou d'improductivité. Il y a des pays qui ont avancé justement avec l'informel. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de lui donner justement une sorte de structure. Voilà, il faut les structurer. L'informel, pour un pays qui a un certain niveau de développement comme le nôtre, va toujours exister. Il ne faut pas essayer d'étouffer justement l'activité économique en essayant de formaliser tout. Je pense que là, il faut donner du temps au temps, prendre des mesures, essayer d'encourager, faire de l'encouragement pour des activités qui peuvent s'inscrire dans le cadre du formel, d'accord, mais ne pas aller aussi au-delà d'une certaine limite. Sinon, on risquerait d'étouffer justement l'activité économique parce qu'elle est fortement informalisée. Elle est fortement informalisée et surtout, je vous rappelle que pour la plupart de la population qui est certainement qui est illettrée ou qui ne respecte pas beaucoup les procédures, qui ne sait pas comment faire une procédure, je pense que... Mais certains même ont peur de ces procédures parce qu'ils ont peur disons, de s'engager dans certaines procédures. Après, il y aura tellement de contraintes, il y a l'assurance, il y a les impôts peut-être, et tellement de choses à prendre en compte. Finalement, les gens préfèrent rester dans le secteur. Ce n'est même pas ça. Rester dans le flou. Ce n'est même pas ça. Dans le temps, il y avait même des structures qui sont formelles, des entreprises qui existent, qui ont un NIF, qui ont... un RC, un registre de commerce, ils ont tout, mais ils ne peuvent pas s'afficher sur une avenue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils craignent tout simplement le tort du fisc. Oui. Il faut qu'il y ait une justice fiscale aussi. Alors là, il faudra qu'on s'inscrive dans une dynamique, on respecte la réglementation, ou que tout entrepreneur sente qu'il n'a pas peur, et que plutôt l'autorité est là, garante de ses droits. Absolument. Et non pas là pour lui faire des torts. Voilà, donc le problème, ce n'est même pas ça. Est-ce que je suis enregistré? Est-ce que j'ai pris la procédure normale pour enregistrer, pour créer mon entreprise? Mais il faudra que les autorités publiques sachent qu'au-delà de ce qui a été prescrit ou dans les textes, il y avait des agissements qui mettaient justement qui limitent justement l'expression de la formalisation. Je ne sais pas, est-ce que je me suis fait comprendre ou pas. L'essentiel, c'est qu'il y avait dans ce pays des structures qui sont en bonne et due forme, des sociétés qui ont une forme de société, mais qui ne peuvent pas s'afficher. Parce que tout simplement, il y avait le tort du fisc. Mais comment faire pour remédier à ça? Ah oui, il faudra quand même... C'est ça ce que je disais, que les autorités doivent s'enquérir du problème et surtout essayer d'éviter ce qui s'est passé. C'est-à-dire essayer de bien contrôler les agents de l'État, c'est tout. Parce que derrière ça, il y avait la corruption. Justement. Oui, derrière ça, il y avait de la corruption. Justement, comment lutter contre la corruption? C'est dans le cadre, bien sûr, d'une politique nationale, justement. On est déjà engagé, plus ou moins, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire qui essaie de mettre fin à ces agissements qui étaient reprochables à la période précédente. Donc là, il faudra aussi, en tenir compte. Actuellement, les mécanismes de contrôle de la Cour des comptes et l'IGE, ils agissent maintenant a priori. C'est-à-dire qu'au cours de l'exécution des programmes, ils sont là en train de contrôler déjà. Et j'ai appris qu'ils ont déjà rendu des rapports concernant la gestion de la Covid-19. Et qu'il il y a maintenant un contrôle qui se fait parallèlement à la mise en œuvre des activités, donc qui n'attend pas de... Voilà, donc. Et je suis sûr aussi que dans le dispositif de pilotage et de gouvernance, je suis sûr que c'est prévu parce que même dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il y a des missions d'évaluation externes qui viendront, des évaluations externes qui viendront et qui seront indépendantes et qui mèneront les évaluations concomitamment à la mise en œuvre des activités. Donc, il y a quand même des garde-fous qui sont prévus. Mais bon, maintenant, voilà, là où il y a argent, il y a de risques. Ça aussi, il faut le... Et quelles sont pour vous les implications les plus importantes de l'objectif de renforcement des capacités des secteurs sociaux et d'appui?
Et moi, je crois qu'un accent particulier sera mis sur la modernisation du système de santé, son accessibilité, ses prestations, la qualité de ses services, le renforcement des capacités de son personnel. Et il a été mis à nu après la Covid. Voilà, oui. Donc c'est bon, vrai, on en était avec quelques respirateurs, maintenant on en a 100, c'est pas mal. Et aussi on a plus d'une centaine de lits. Et on espère seulement qu'il n'y aura pas une deuxième vague, on prie pour ça. Mais en tout cas, on s'est très bien comporté, grosso modo, avec la pandémie. On s'est très bien comporté, les autorités se sont très bien comportées et les populations aussi se sont très bien comportées. Il y a aussi la tendance dans ce document à généraliser l'assurance maladie. C'est déjà très bien. Je sais qu'au niveau du gouvernement, des dispositions ont déjà été prises pour inscrire, pour affilier tous les Mauritaniens indigents, c'est-à-dire qui sont recensés dans le registre social, pour les affilier à la CNAM. C'est-à-dire qu'ils vont avoir maintenant une couverture sanitaire, d'une certaine façon. Je sais aussi qu'il y a une réduction très importante du forfait obstétrical. Je sais également que voilà, maintenant, les accidentés sur la route de l'espoir sont pris en charge. Totalement. Maintenant, quand j'ai constaté, je viens de faire 800 km et j'ai vu des ambulances un peu partout. Je ne les voyais pas dans le passé. Je ne voyais pas des ambulances. Le système s'est renforcé récemment avec les 38 ambulances équipées qui ont été livrées au gouvernement par Kéros Taziasit. On doit aussi la remercier pour ça. Et aussi, je vois aussi maintenant que la prise en charge du transport des grands malades dans les structures sanitaires est devenue gratuite. Ça, c'est au niveau de la santé, c'est vrai. Il y a aussi dans ce programme élargi la construction de 40 nouveaux postes de santé. Donc, on élargit la couverture. Et voilà, donc, maintenant, il y a un effort, comme vous dites, à faire au niveau des équipements, au niveau du personnel. Voilà, donc, il y a un équipement parce que le poste de santé, lui seul, ne soignera pas de patients, c'est sûr. Vous parlez du volet social. On ne peut pas oublier aussi le cadre de l'éducation. L'éducation, c'est un secteur malheureusement qui a été aussi fortement touché par la Covid-19. Et on est en reprise maintenant. Et il faudra bien sûr qu'on respecte les mesures qui s'imposent. Mais il faudra aussi qu'on se rappelle que l'école, et vraiment, c'est là où on peut faire la construction d'un pays ne peut commencer que par la construction des hommes, c'est-à-dire à partir de l'école. Et pour l'école, vous vous rappelez qu'on avait même institué un ministère chargé de la réforme, c'est le ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme. J'ai entendu l'autre jour le ministre de l'Éducation maintenant parler justement d'une réforme qui sera mise en œuvre, mise en place à partir de la rentrée de 2020-2021, c'est-à-dire d'ici donc 2 mois. Et les grandes lignes ne sont pas encore bien dévoilées, mais il y a au moins dans ce document, on parle déjà d'une multiplication d'écoles, de l'instauration de cantines scolaires partout. Ça, c'est bien, l'uniforme scolaire. Et de l'uniforme scolaire, c'est des mesures qui sont là. Et surtout, on continue à élargir un peu les viviers dans lesquels on peut. Et on voit aussi que les écoles s'améliorent. Il y a des écoles ici dans des quartiers qui sont maintenant aux normes, et même à l'intérieur, qui sont aux normes, qui rappellent quelque chose. Maintenant, il y a la fourniture de l'eau, de l'électricité, des latrines pour les enseignants. J'ai vu une très bonne idée dans le document. Il y aura maintenant la construction de logements pour les enseignants dans les écoles. Ça c'est très important. Parce que par le passé, on insistait plus augmenter le salaire, augmenter les indemnités de l'enseignant. Non, mais d'accord. Il faut voir les conditions. Mais c'est quand même bien d'augmenter. Mais les conditions dans lesquelles s'exerce aussi l'enseignement, il faut mettre un effort. Et il ne faut pas seulement se limiter aux salles de classe et aux tables bancs, parce que l'école, c'est pas ça. L'école, c'est la cantine, c'est l'uniforme, c'est la cloche, voilà, c'est les latrines, c'est les loisirs, c'est l'eau, c'est l'électricité. C'est également un système, puisque maintenant, avec les eaux de pluie et tout, on a vu quand même des écoles qui sont inondées. Mais les inondations, voilà, Katerina aux ISA, elle a inondé pratiquement toutes les régions. Oui, mais nous parlons plus de notre Katerina ici en Mauritanie, des plutôt anciennes. Les inondations, c'est des phénomènes, ça arrive. C'est vrai, il y a des écoles qui ont été inondées, mais il y a des écoles qui n'ont pas été. Ça affecte quand même à. Bien sûr, ça affecte. Non, mais attendez, nous venons de reprendre déjà pour généralement, quand il y a, nous sommes les Mauritaniens, on est des champions de la débrouille.
Quand une école a inondé, on vide une maison à côté et on continue l'école. Oui, mais ce n'est pas toujours parfois une même solution. on prend une tente, parfois on s'en va sous un hangar et on est à l'aise. Justement, les conditions qu'il faut ne sont pas réunies. Quand on Non, vide bien une sûr, école bien et sûr. qu'on met les élèves dans une maison, Mais attendez, maison c'est à pas- côté ou qu'on met les élèves c'est dans pas une... systématique, une- madame. Oui, C'est pas c'est l'image. systématique. C'est-à-dire que vous avez dans une région 100 écoles, où 2 seulement ont été inondées, donc on peut les transférer ailleurs. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles ont été inondées et que toutes les écoles ont été transférées sous un hangar. Donc il ne faut pas Et même généraliser. par rapport justement à ces inondations, c'est des phénomènes. On peut rien contre la nature. Par contre. Voilà. Ça peut arriver à n'importe quel pays, à n'importe quel moment aussi. Et donc on le sait bien, la situation dans laquelle sont nos écoles, on le sait. Mais quand même, comme l'a dit Moustapha, c'est que si vous avez une centaine d'écoles, 2 qui sont inondées, bon, c'est déjà, on essaie Deux, de- c'est déjà 2 de trop. Il y a aujourd'hui des régions qui sont carrément encerclées par les eaux. Carrément. Et dans toutes les, il y a des villages, il y a des hameaux, il y a pratiquement encerclés par les eaux. Et, bon, voilà, donc. Isselmou, vous parlez tout à l'heure de l'éducation, bien sûr, de l'éducation et de la santé post-Covid. Si, bien sûr, il n'y a pas de deuxième vague, Inch'Allah. Ouais. Donc, quelles sont les nouvelles réalités, disons, socio-économiques, complexes, disons, et porteuses de graves dangers sur la crise post-Covid? Où en sommes-nous, là, maintenant, pour l'instant? On ne peut pas dire encore post-Covid, puisqu'on est encore en vie, on est encore en plein dedans. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine proportionnalité. Dès janvier, quelques mois après l'élection du président de la République, il y a eu le programme prioritaire, qui était une accélération de la mise en place des programmes électoraux de mes engagements. Voilà, on est dit, c'est très bien, c'est un très bon départ, parce qu'on a vu tous les axes du programme électoral étaient présents. L'éducation, la santé, tout ça, la cohésion sociale, les couches marginalisées, blablabla. Bref, tout le monde. Juste après, il y a la Covid qui se pointe. Il a fallu faire aussi un programme prioritaire numéro 2. Moi, je l'appelle programme prioritaire numéro 2. Bon, voilà, vous l'avez appelé le programme de relance. Non, c'est pas ça. La relance, c'est maintenant. Vous l'avez, au niveau des médias, on l'a appelé le programme multidimensionnel de riposte à la Covid-2, avec sa composante fonds de solidarité sociale, tout ça. Mais l'État avait quand même assuré. Vous avez vu l'accent qui a été mis. Ce programme, il y a quand même vous avez vu l'accent qui a été mis sur la santé. C'est grâce à ça qu'on a pu équiper des respirateurs, voilà, voilà, comment on appelle les fauteuils, comment on appelle ça, c'est les fauteuils, comment on appelle, aidez-moi s'il vous plaît. Les appareils, les lits, voilà, c'est les lits, voilà. Et puis, voilà, il fallait aussi prendre en charge tout, parce que les gens étaient en quarantaine, il n'y a plus de travail, il fallait prendre en charge l'eau, l'électricité, il fallait faire les kits alimentaires pour des dizaines de milliers de familles. Il fallait supprimer les impôts et les taxes sur les produits pour garantir que... Voilà. Et puis, il y a la facture de la sécurité elle-même, parce qu'on est un pays vaste, il fallait qu'il soit quadrillé, les frontières sont énormes et poreuses, tout ça. Et maintenant, on est sorti de ça. Moi, je dis, on est sorti victorieux. Voilà. On prie à la mémoire de nos 160 morts, mais aussi on est content de la guérison de nos 6 000. On est très content de ça. Qu'Allah ait leur âme en paix. Mais juste après, il y a toujours l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, il a surgi avec justement ce programme de relance. Voilà, avec le programme de relance. La même situation s'est passée en France. Jean Castex, à sa nomination, quand il a remplacé son prédécesseur, il est venu aussi avec un plan de relance. Donc ce plan de relance-là, c'est justement les enseignements qui ont été tirés du Covid. C'est que notre résilience a été mise à rude épreuve. Nous avons besoin d'avoir des formes de souveraineté, notamment pour ce que nous mangeons. Et c'est pour cela que l'accent a été mis sur les secteurs productifs. Nous avons des dysfonctionnements. Nous devrons renforcer notre système éducatif. C'est ce qui est en train de se faire. Nous devrons renforcer notre infrastructure sanitaire. Nous n'avons pas des villes modernes. Il nous faut des ponts en Nouakchott. Parce que la circulation, voilà, quand à certaines heures, vraiment, c'est plus la peine. Surtout le carrefour de Madrid, le carrefour de Mans, voilà, carrefour Yarosar. Parfois, vraiment, c'est pas la peine. Donc, il faut songer à des échangeurs, il faut songer à des trucs. Mais aussi, il faut songer à des voiries urbaines, parce que Nouakchott s'agrandit, il y a des quartiers, il y a énormément de choses. Et aussi, il faut améliorer au niveau hydraulique. Nous venons de sortir de la crise de la soif de Nouakchott. Voilà. Je suis content de voir que la centrale thermique de Beninagi, qui va
qui ne va jamais régler ce problème parce que voilà, quand il y a une coupure de Manantali ou de Felou, je ne sais pas, voilà, donc nous, on n'a plus l'eau à Nouakchott. Et la nappe de Idini n'est pas suffisante. Elle a un débit de 20 000 m3 par jour. Ça suffit à peine, c'est à peine le 1/6 des besoins de Nouakchott. C'est à peine, hein, le 1/6. Parce que nous, il nous faut maintenant 125 000 m3 par jour. Heureusement qu'on avait pris les dispositions au début des années 2000 pour faire la Ftout Sahli, parce que la nappe d'Idini allait à la longue s'assécher. Donc voilà, moi je pense que vraiment il y a eu un très bon diagnostic, une très bonne lecture du contexte, une très bonne lecture de nos lacunes, de nos faiblesses. Et le souci de combler ces lacunes, le souci de corriger ces dysfonctionnements, le souci vraiment de matérialiser cet engagement du président de la République, c'est-à-dire d'œuvrer pour une économie résiliente et une économie tournée vers l'émergence. Vous savez, ce n'est pas interdit d'avoir de l'ambition pour son pays, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs même, le président Sall, il a commencé son mandat par le plan Sénégal émergent. Ça a donné la grande cité de Diamniadio. Il faut avoir de l'ambition. Ici le mot, j'aimerais quand même, les Mauritaniens aimeraient quand même être sûrs qu'avec la crise de la Covid et avec justement ce qui vient de nous arriver dernièrement avec la coupure d'eau. C'est terrible quand même. Voilà, c'est terrible, c'est quand même à notre ère. C'est terrible. Est-ce que justement ce programme de relance prend en compte, justement, vous en parlez tout à l'heure, prend en compte toutes ces lacunes, prend en compte ces failles, les failles qui existent là maintenant, pour vraiment que ce soit vraiment un programme de relance, vraiment de relance. Oui, je le dis, de relance. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Je suis tout à fait d'accord. Je suis content de voir que dans des programmes prioritaires, qu'une station thermique a été prévue à Beninaji, dans la zone, je suis quand même, parce que ça, je me suis toujours demandé pourquoi on ne l'a jamais fait. Parce que quand il y a une coupure à Manantali, voilà, on ne peut plus y pomper l'eau pour qu'il soit amené au niveau du PK17, pour qu'il soit... C'est terrible. Déjà, il y a un grand problème. Pourquoi l'eau n'est traitée qu'à la station du PK17? Pourquoi l'eau n'était pas traitée là-bas pour que les villes, les villages et les hameaux qui sont sur les 200 km puissent en profiter? Donc ça aussi, c'est un deuxième problème. Mais je pense sincèrement que, comme je vous l'ai dit, ce document stratégique, il a fait une très bonne lecture, il a fait un très bon diagnostic et il a proposé de bonnes pistes de solutions. Maintenant, comme vous l'avez dit au début, le problème va se situer au niveau de la gouvernance. Ouais. Et c'est là où eux-mêmes, ils ont lancé un appel pour que vous, dans les médias, pour que la société civile, pour qu'on contrôle tous, pour qu'on exerce notre rôle de contrôle citoyen. Parce que ce sont nos ressources, voilà, ça nous appartient, c'est le bien commun, donc on doit tous veiller à ce que ce soit très bien géré. Nous reviendrons et sur... on doit aussi être intransigeant, vous, au niveau des médias, il faut toujours poser des questions. Ah, vous avez dit tel, on n'a rien vu, voilà, donc... D'accord, en fait, ce n'était que du blabla, c'est votre droit de le dire. Moi, quand j'étais dans la presse comme vous, je posais des questions. Vous êtes toujours dans la presse, D'accord. J'ai l'impression de l'avoir cité. Docteur Sadvi, parmi les moyens prévus à cette fin, figure l'accroissement de l'investissement public et la création d'un fonds stratégique d'investissement. Quels sont les objectifs visés justement à travers ces deux mesures? Oui, essentiellement, quand on parle d'investissement public, c'est essentiellement pour les gros travaux, c'est-à-dire les travaux d'infrastructure, pour les projets de grands barrages. Voilà, c'est essentiellement ça. Et c'est toujours bon de penser à l'investissement. Mais il faudra aussi qu'au niveau économique au moins, l'investissement public peut parfois avoir un poids assez fort quand il dépasse une certaine limite, peut avoir un poids assez fort sur le budget national. Donc, parce que les généralement ponctuent annuellement. Si vous avez un budget d'investissement, c'est pour une année, c'est pour un budget, vous le prenez sur un budget annuel et vous mobilisez des ressources pour quelques années, c'est-à-dire c'est ça l'investissement. Et quand vous mobilisez, généralement aussi, pour certaines infrastructures, ça génère de nouvelles dépenses. Donc, ce qui fait que l'investissement public est bon, mais il faudra qu'il ne dépasse pas une certaine limite. Il faut surtout essayer d'activer, de relancer l'investissement privé. Voilà. Et surtout de créer, d'essayer de penser à ce qu'on a appelé dans le temps le partenariat public-privé
et qui nous permet justement parfois de monter certains projets. Il faut nous parler de ça parce que c'est un axe très important dans oui, le cadre c'est tout ça. On en a pas parlé. Oui, l'investissement public-privé, les 3 P là, c'est essentiellement, parfois vous avez des infrastructures qui sont très coûteuses et que l'État ne peut pas construire. Il fait appel à un opérateur ou plusieurs opérateurs privés qui peuvent monter justement ce projet. Éventuellement, je peux vous donner un exemple. Et ils peuvent récupérer ensuite ce qu'ils ont dépensé ou déboursé. C'est pour des autoroutes, c'est pour des... C'est exactement, j'ai pensé à pour une des ports, autoroute éventuellement. pour des aéroports. À une autoroute qui peut nous relier Nouakchott à Boutigny. Pour les grands centres commerciaux. Et vous avez un péage sur la route, vous passez, vous payez. Pour les grands centres Et commerciaux. à partir, pour les grands centres, toutes les grandes infrastructures, c'est généralement dans le cadre d'un partenariat public-privé. Parce que tout simplement, ça coûte très cher à l'investissement public. Et le privé, lui seul, n'est pas appelé à faire justement des gratuits ou des quasi gratuits. C'est des infrastructures qui sont, c'est-à-dire, je veux dire, sont d'une certaine importance et que l'État est appelé à mobiliser, à faire, mais comme ces ressources sont généralement limitées, il fait appel aux opérateurs privés, ils se partagent le travail. Essentiellement, le financement est essentiellement privé, la gestion est privée, mais à partir d'un certain temps, l'État, lui, peut récupérer l'infrastructure. Moi, je crois que c'est très important parce que lui, il en a parlé au début. C'est important parce que dans le programme aussi, on parle de l'amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire quand on veut faire de l'amélioration du climat des affaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une justice performante, c'est-à-dire qu'on va avoir des procédures qui sont claires, qui sont transparentes, de concurrence qui sont transparentes. Mais, madame, on n'a pas parlé aussi de l'intérêt porté par ce programme aux femmes, à l'autonomie des femmes, à l'employabilité des femmes. On allait y venir. On n'a plus de temps. On n'a pas parlé Il nous reste quand même 20 minutes et c'est le bon. Faut pas... bon, écoutez, c'est 20 minutes. Ok, d'accord, donc on a le temps. Et puis moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait beaucoup de chantiers, comme on appelle HIMO, là, haute intensité en main-d'œuvre, avec possibilité de créer 52 000 emplois. Même si le potentiel du chômage est à plus de 400 000, mais quand même, c'est déjà une contribution. Juste ça, ce n'est que pour ce programme. J'ai vu aussi dans le programme aussi les financements qui sont accordés aux entreprises des jeunes et aussi les financements qui sont accordés aux jeunes qui n'ont pas de formation. Ça, c'est très important. Les financements pour les jeunes qui n'ont pas de formation. C'est-à-dire qui ont déserté l'école assez précocement. Voilà, parce que là, ils peuvent être recueillis dans la formation professionnelle. Là, ils ont un boulot, ils peuvent venir dans le marché. Sinon, s'ils n'ont pas de boulot, s'ils n'ont pas de formation, il faut voir ce qu'ils peuvent faire et il faut les aider à le faire. En tout cas, il ne faut pas les laisser dans la rue, c'est pas bon. D'accord. Maintenant, Isselmou, nous allons parler de ce qui est prévu pour les femmes, parce qu'apparemment, il nous reste 10 minutes, pas 20. Donc voilà, qu'est-ce qui est vraiment prévu dans ce programme pour les femmes? Moi, ce que j'ai vu pour les femmes, c'est essentiellement en termes d'autonomisation. Il y a beaucoup de financements qui sont prévus pour les femmes. Pour les femmes de toutes les catégories, les femmes qui sont dans les affaires, mais certainement aussi les femmes... Qui ont quand même été très impactées par Covid. Absolument. J'ai vu aussi que... J'ai été très content de voir qu'il y a une composante de financement qui est destinée spécialement aux handicapés. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que voilà, il faut aussi s'occuper des faibles au niveau de la société. Il ne faudrait pas les laisser à la traîne. Ce n'est pas leur faute s'ils sont nés handicapés ou s'ils le sont devenus. Et chacun de nous peut être handicapé. Cela peut être le destin de chacun de nous. Donc, que le programme comporte une ligne budgétaire spécialement dédiée aux handicapés, j'ai bien apprécié personnellement. Donc, les femmes, voilà, donc, je suis sûr qu'un programme qui ne donne pas une importance cruciale à la femme, c'est un programme qui n'est pas sérieux du tout. Donc, j'ai vu que il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, qui vont se faire essentiellement avec les femmes. C'est déjà très intéressant. Mais aussi les jeunes. Les jeunes figurent en bonne place parce qu'il y a le fameux projet piloté par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Mesroui Moustarbeli, qui cible déjà 500 projets de jeunes, mais il y aura 500 nouveaux projets de jeunes dans le cadre de ce programme prioritaire élargi. Donc il y aura encore 500 nouveaux projets. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà, donc vous savez, le document est énorme, il est très important. Nous parlions à un moment de l'appel du président de la République aux partis politiques, à la société civile, aux médias, à jouer un rôle, disons, un rôle dynamique dans l'ancrage des règles institutionnelles et de bonne gouvernance. Je cite, qu'à l'assurance
l'assurance, ces acteurs ont-ils de pouvoir jouer ce rôle-là en toute transparence et liberté? Ce rôle, ils ne peuvent pas le jouer sans s'armer pour le faire. La première des choses, quand je suis journaliste ou que je suis dans une organisation de la société civile ou que je suis un militant des droits de l'homme ou que je suis tout simplement un citoyen, c'est que je regarde d'abord ce qui a été prévu dans ce document. Je me l'approprie, j'essaie de le comprendre et je vois ce qui s'est fait. Je vois ce qui s'est fait. Si je vois que ça a été fait, je dis bon, c'est fantastique. Et si je vois que ça n'a pas été fait, je dénonce, j'écris, je dis que ça n'a pas été fait, je dis que c'était juste du blabla. Parce qu'on m'a demandé de le faire, mais je ne suis pas là dans la délation, je ne suis pas là dans des dénigrements, je ne suis pas là dans la stigmatisation, je suis dans mon devoir de citoyen, parce qu'on m'a demandé aussi de le faire. Donc comment le faire, c'est ça. C'est d'abord savoir ce qui est prévu et voir si cela a été fait. Et aussi voir si ça a été fait en fonction des règles de l'art. Parce qu'il ne faudrait pas que ces réalisations s'accompagnent avec certaines pratiques décriées, comme la surfacturation, ou comme, c'est pas moi, les routes qu'on fait avec juste une petite tartine de chocolat et qui saute à la première pluie, au premier vent. Parfois même, c'est emporté par le vent. Donc voilà. Mais ces personnes demandent aujourd'hui que l'assurance, elles ont, si justement elles dénoncent ce qui peut se passer comme corruption, comme mal gestion, mais quelle assurance ces personnes peuvent avoir? C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y a... Qu'elles vont être écoutées, que ce qu'ils disent vont être pris en considération? Oui, par exemple... en tout cas, je vous remercie ce soir. Vous avez d'excellentes questions. Ouais, voilà. Merci. D'excellentes questions. Oui, mais répondez quand même, Misselou. Je préfère que lui réponde. Écoutez, moi, je vous dis tout simplement que quand le citoyen sent qu'il est écouté, et quand l'opposant sent qu'il n'est pas soumis au tort de l'administration quand il est opposant, quand les fonctionnaires sentent qu'ils sont au même pied d'égalité, indépendamment de leur appartenance politique, sociale ou autre, quand tout le monde sent qu'effectivement il y a une volonté, surtout des hautes autorités justement, de faire respecter la loi, la réglementation, là, on pourra avoir des citoyens qui vont réclamer, qui vont demander, qui vont dénoncer justement ce qu'il y a de reprochable. S'il te plaît, je veux compléter parce qu'elle a posé une très bonne question. Elle a dit, voilà, ce qu'elle veut dire, à quoi servirait-il de dénoncer si on ne va pas m'écouter et si je vais m'exposer à des risques? Voilà, donc c'est une très bonne question. C'est exactement ça. Justement, il est du rôle des décideurs, quand ils sont en face de dénonciation, quand ils sont en face d'articles qui sont très bien faits au niveau de la presse ou même au niveau de la société civile, d'engager une enquête, d'engager une action publique. Ça arrive, c'est ce qui se passe en tout cas en Europe. Chaque fois que, c'est vrai, ils ne sont pas tenus quand justement ce sont des ragots sur les réseaux sociaux, ce sont des racontards ou c'est vraiment des ragots de mégères. Donc franchement, ce n'est pas la peine d'écouter. Mais quand aussi on a un travail d'investigation qui a été fait, un rapport circonstancié fait par une ONG, une enquête sérieuse faite par un journaliste, la moindre des choses, c'est qu'une enquête puisse être diligentée pour faire la part des choses. Sinon, ça va dénoncer, ça va plutôt décourager les dénonciateurs parce que voilà, ils vont s'exposer premièrement à l'insensibilité des pouvoirs publics par rapport à leur dénonciation et ils vont rester en face de ce qu'ils ont dénoncé. Et vous savez, les systèmes de solidarité qu'il y a sur des bases, tout ça. Donc voilà. Ndeye a posé une très bonne question. Moi, je crois qu'il doit y avoir une loi qui protège les gens qui dénoncent les abus, qui sont une loi qui les protège, ou qu'ils aient la garantie qu'il y aurait des poursuites. Sinon, ce n'est pas la peine de parler dans l'air. Docteur Sadvi, un dernier mot avant que... J'ajouterai justement qu'il y a une volonté qui est affichée, mais il faudra aussi qu'on mette un mécanisme justement d'accompagnement qui permettrait... Il faudrait qu'il y ait un mécanisme de plainte. Vous m'avez donné l'idée, je vous remercie, docteur. Merci. Il faudrait que toutes ces actions, tous ces projets soient accompagnés d'un mécanisme de plainte. C'est-à-dire que les bénéficiaires, c'est-à-dire que nous, on puisse dénoncer
à n'importe quel moment ce qu'on a vu et qu'on prenne en considération ça. Si ce que nous disons c'est de la vérité, il faut en tenir compte. Si aussi ce que nous disons c'est la diffamation, on doit s'exposer à la rigueur de la loi. Parce qu'on n'est pas là aussi pour diffamer les gens comme ça. Et voilà. Non, tout ce que je voulais ajouter, c'est justement ça. C'est que, c'est vrai, la volonté politique est affichée, mais elle est mise à l'épreuve chaque fois qu'il y a des dépassements, chaque fois qu'il y a des citoyens qui sont exposés à un tort quelconque, il faudra qu'ils trouvent une autorité qui peut les écouter et justement essayer il faudrait que par projet, il prévoit un mécanisme de plainte. Voilà. Ça peut être un mail anonyme. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme de plainte. Mais il faudrait examiner ces plaintes. Si c'est du sérieux, il faut faire des enquêtes, il faut faire des poursuites. Si ce n'est pas sérieux, ce qu'ils ont fait, s'ils sont anonymes, ils sont anonymes. S'ils ne sont pas anonymes, ils s'exposent à la rigueur de la loi. On parlait déjà d'un guichet au niveau des transports. Comment on appelait ça? Ah non, ça c'est autre chose. Oui. Ça c'est l'outil Khadamati. C'est un très bon outil. Je pense qu'il doit être généralisé au niveau de l'administration parce que ça permet d'accélérer des choses et voilà Voilà, merci messieurs, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Merci à vous, Issel Moussalhi, merci, chers confrères. Et merci à vous, docteur Sadvi Sakhaoui, qui est professeur à l'université de Nouakchott, à l'Asria, cadre de l'UPR. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à nos techniciens qui nous ont accompagnés également tout au long de ce débat. Merci également à Rabia Deda, qui est coordinatrice, et également à Mamadou Gueye qui n'est pas là ce soir. Merci et à la semaine prochaine.